ce mardi, dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert la 8e édition de Expo Béton. Pour 2024, ces assises se tiennent sous le thème « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central ». Reportage Pierre Kibambeso Moïsa. Expo Béton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du Salon de développement des villes se déroulera sous le thème principal « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central ». Expo Béton organise à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Une présence remarquable parmi l'assistance dans la splendide salle de congrès du centre financier de Kinshasa, c'est celle des quelques chefs des institutions, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, la première ministre Judith Suminwa, le président du Conseil supérieur de la magistrature et plusieurs autres invités d'honneur. Dans son discours d'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton, le chef de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo Béton, et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris 6 engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les 3 initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais, qu'ils vivent en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Auparavant, le président du comité organisateur d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a notamment salué la présence des investisseurs et entrepreneurs en RDC grâce au climat des affaires et la confiance faite aux institutions du pays sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abondant dans le même sens, le ministre délégué près l'urbanisme habitat Didier Tengelito a loué la sollicitude et la présence du chef de l'État. Il a soutenu les rôles d'Expo Béton dans la rénovation urbaine qui rendra les villes viables, améliorant la qualité de vie des populations. Le président de la République a été convié à visiter les stands des entreprises et autres exposants. Il a notamment été à l'entreprise de distribution de la marque Mercedes en RDC. L'usine monte au pays des véhicules Mercedes.
Toujours en rapport avec Expo Béton 2024, plusieurs participants œuvrant dans différents secteurs ont pris part à cette cérémonie. Ils ont salué la tenue de ce salon qui vise le développement des villes. La réaction, je sais que nous sommes très flattés par les mots du chef de l'État qui s'est dit résolument engagé pour la révolution des villes, mais aussi pour l'habitat, étant donné qu'il y a un sérieux déficit en unité de logement. Et c'est ce qui a amené son Excellence le chef de l'État à opérationnaliser cette agence qui a pour mission de doter la population congolaise de logements décents et abordables. Et nous sommes effectivement là pour exposer ce que nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait un bon pas et d'ici là, nous allons passer aux choses sérieuses avec la construction, le début des travaux de notre premier projet à Kisangani. Dans notre objet social, nous avons la construction des logements décents et abordables. C'est ainsi que nous sommes là en tant qu'exposants, c'est-à-dire pour présenter la gamme de produits que nous avons, c'est-à-dire les types de logements, étant donné que nous construisons pour toute bourse. Pour les gangs petits, pour la classe moyenne, mais aussi les hauts standing. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de perspectives pour la ville de Kinshasa, où il y a plusieurs projets à développer, comme les marchés modernes à Kinsuka. Nous avons des projets à Maluku, mais aussi au centre-ville. Il y a beaucoup de perspectives pour nous. C'est pourquoi nous sommes là à l'exposition, pour pouvoir parler de la coprime et de ce que la coprime pourra apporter à la population congolaise. Je suis venu ici toujours à l'idée d'accompagner plutôt l'idée de chef de l'État, de faire évoluer notre pays à plusieurs domaines. Et Suprême Automobile est là aujourd'hui, vous présenter quelques-uns de produits que nous fournissons ici à la ville de Kinshasa, ici aussi au Congo. Nous sommes en train de fournir 3 pinins qu'on appelle marque Piaggio. On a celui de 10 places et on a celui de 5 places. On a plusieurs produits, on a de Transco, on a de bus Force qui contiennent 25 places, moteur Mercedes. Mais c'est vraiment très confortable. Et en plus, on a conçu ça par rapport à nos routes et on a le pièce de rechange de tous nos produits. Et on a aussi les mécaniciens qualifiés. Notre groupe, c'est le groupe HG. Nous sommes dans beaucoup de domaines comme les services air cargo, hôpital, construction, hôtel Hilton. C'est le groupe HG. Nous sommes concessionnaires pour les marques Mercedes, vient d'Allemagne. Nous sommes premiers ici à la RDC. La rentrée parlementaire, c'est déjà ce lundi 16 septembre pour une session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail avec la première ministre qui est accompagnée du ministre des Finances et celui du budget. Reportage Annie Balaka. Les 2 chambres du Parlement reprennent service le lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a reçu le mardi 10 septembre 2024 la première ministre Judith Suminwa qu'accompagnait le ministre des Finances Doudou Fouamba et le vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi des finances exercice 2025, les projets de loi portant reddition des comptes et les projets de loi rectificatifs exercice 2024. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire. On va devoir bientôt venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour
l'exercice 2024. À en croire la Première ministre, rien ne peut empêcher les dépôts du projet de budget 2025 dans les délais constitutionnels. Elle a fait savoir que la contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposé au Parlement. Il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en 2 mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les 3 projets de loi. La chef du gouvernement a rappelé que les 3 projets de loi ont été validés lors de la réunion du conseil des ministres du vendredi 6 septembre 2024. Notez que cette visite de la première ministre s'inscrit dans le cadre de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives. La candidature de la RDC au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, la ministre des Droits humains séjourne à Genève en Suisse pour battre campagne auprès de ses pairs. Les détails dans son reportage. L'actualité reste dominée par la candidature de la RD Congo au Conseil des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que Chantal Chambou-Mwavita et Gracie Ayamba Kazadi, respectivement ministre des Droits humains et vice-ministre des Affaires étrangères, séjournent à Genève. Avec la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, la RD Congo regagne petit à petit sa place dans le concert des nations. Sa candidature au Conseil des droits de l'homme demeure d'importance capitale, au vu notamment de multiples violations des droits de l'homme suite à l'agression de sa partie Est par ses voisins. En dépit de tous les avantages qu'offre ce siège pour le Congo, certains opposants cherchent par tous les moyens à barrer la route à cette candidature. Le lancement de cette campagne coïncide avec la projection du film L'Empire du silence. Cérémonie organisée conjointement par la mission permanente du Royaume de Belgique et celle de la RD Congo à Genève. Une façon de mettre autour d'une table le réalisateur du film et les auteurs du rapport Mapping. Dénoncer et condamner fermement l'agression répétitive de mon pays par les pays voisins, ainsi que les crimes associés à ces agressions. Certains pays et organisations internationales l'ont fait. C'est le cas également du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC, qui, dans son dernier rapport paru en mai 2024, a clairement dénoncé la présence des troupes étrangères en RDC et le pillage des ressources naturelles opérés par ces troupes. C'est pour cette raison, la République démocratique du Congo s'est portée candidate au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2027. Contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, aucune invitation officielle n'a été adressée aux opposants politiques. Sachez également que le vice-ministre de la Justice séjourne à La Haye, aux Pays-Bas. Sur place, Samuel Mbemba a rencontré quelques responsables de la Cour pénale internationale. Rodépanda. Le front judiciaire international ouvert par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté du front militaire et diplomatique, devra aller jusqu'au bout pour une victoire totale. Les vice-ministres de la Justice chargé du contentieux international séjourne à La Haye où il est allé avec le mandat de la Première ministre chef pour faire l'état des lieux au niveau sur les contentieux international et le suivi des dossiers de la RDC contre le Rwanda et son président Paul Kagame, mais aussi contre tous ceux qui volent, pillent les richesses du Congo jusqu'à massacrer les paisibles populations. Ce lundi 9 septembre 2024, Maître Samuel Mbemba Kabouyan a eu une séance de travail avec le président de la Cour internationale de justice. Il résulte de cette entrevue que la Cour internationale de justice enverra une délégation institutionnelle. Ces assises ouvertes le mardi 10 septembre 2024 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre Judith Suminwa, se donne plusieurs ambitions à réaliser, notamment la création d'un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques, la création d'environ 200 à 500 000 emplois additionnels d'ici 2030. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour le relèvement de l'industrie touristique, première source de développement économique et financière des nations. La fixation de la politique nationale du tourisme.
tel que validé au cours du forum qui s'ouvre, exigera la participation et la collaboration de bien d'autres ministères concernés par la transversalité du secteur du tourisme. Le gouvernement de la République veillera à ce que ces ministères ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur bénéficient de toute la collaboration voulue en vue du relèvement dans notre pays de l'industrie touristique. Le ministre des tutelles a démontré l'impérieuse nécessité de trouver des solutions au paradoxe entre la politique ambitieuse envisagée en matière de tourisme et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation. La politique nationale qui sera adoptée au cours des présentes assises pourra compter pour sa mise en œuvre sur les partenaires bi- et multilatéraux. Cette PNT porte également l'ambition de promouvoir l'image du pays à l'extérieur, notamment par des mécanismes tels que l'utilisation de notre puissant soft power, ainsi que des partenariats avec des équipes de football pour vendre la destination RDC. La politique nationale du tourisme qui sera validée au cours de ce forum devra servir de boussole pour l'émergence et le développement local qui va valoriser durablement les territoires, les populations, les patrimoines. La RDC et l'entreprise chinoise tchèque ont signé un protocole d'accord pour le projet de navigabilité du fleuve Congo. On peut compter cette signature parmi les retombées du Forum économique RDC-Chine. Eridis Kituto. Après cette signature du protocole d'accord entre la RDC et l'entreprise d'État chinoise tchèque, commence le parcours du projet de navigabilité du fleuve Congo. Spécialisée dans l'aménagement des voies fluviales, l'entreprise chinoise tchèque va, à travers ce protocole d'accord, réaliser les études détaillées dès le mois d'octobre prochain pour une durée de 9 mois. C'est après ces études que les deux parties décideront du sort du projet combien ambitieux. Il a plu à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, d'inscrire dans le cadre du programme de modernisation de nos infrastructures le projet de navigabilité du fleuve Congo, comme cela venait d'être dit. C'est cette vision de modernisation de nos infrastructures que nous venons matérialiser ici au travers de la signature de ce protocole d'accord. L'entreprise chinoise tchèque promet de mettre à profit son expertise dans ce projet. Nous vous remercions vraiment au gouvernement de RTC, surtout le chef d'État et aussi de M. Excellence, pour la confiance que vous avez nous accordée. Une fois que la mise en vigueur de cette MOU, nous avons mobilisé toutes les équipes pour commencer à faire cette étude. Le gouvernement congolais est déterminé à réaliser ce projet, a dit Alexis Guissaro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics. Une nouvelle page s'ouvre dans la relance du secteur de l'industrie en RDC. En marge du sommet Chine-Afrique, le ministre de l'Industrie et Développement des PME, Louis Watoum, a signé avec la société China National un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars pour oxygéner le secteur industriel congolais. Cédric Kenina. La RDC obtient un financement pour des infrastructures de base. Poignée de main. D'un côté, Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement de PME de la RDC, et Wang Zhenwei, président de la société China National Aochen Energy Holding Group, les deux personnalités ont signé un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars américains pour la réalisation des infrastructures de base et le développement du tissu industriel de la République démocratique du Congo. Dans la pratique, l'accord comprend plusieurs axes prioritaires, notamment la réhabilitation des mines d'or de la société Kilomoto, la dotation de provinces en engins de génie civil pour la réhabilitation et la maintenance des routes de desserte agricole, l'acquisition d'une flotte d'aéronefs permettant à la compagnie aérienne nationale Congo Airways d'assurer une circulation efficiente de marchandises et passagers. Pour assurer un franc succès à ces programmes, le ministre de l'Industrie et Développement de PME a fait savoir que de son retour au pays, il va se réunir avec tous ses collègues et en charge les ministères sectoriels concernés pour intégrer les différents aspects nécessaires et assurer
une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais ont entamé depuis hier des discussions en vue de conclure de nouveaux programmes. Ces nouveaux programmes vont constituer à soutenir le pays dans la lutte contre les effets du changement climatique. Sylvie Mouimbo. Ces deux nouveaux programmes portent sur la facilité élargie de crédit et de la facilité élargie de résilience et de durabilité. Celui consiste à soutenir la République démocratique du Congo dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Koundé Libotaï, est intervenu pour solliciter du Fonds monétaire international que les réformes à mettre en œuvre et les ressources mobilisées dans ce programme aient une incidence sur la qualité de vie des Congolais. Leurs excellences ont donné des orientations claires de tout faire pour que les réformes et les ressources qui seront implémentées à travers ces programmes puissent avoir un effet sur le vécu quotidien de nos populations. Et pour ça, Son Excellence, Monsieur le Ministre, a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans le cadre de la FEC soient orientées vers des projets d'investissement. En couvrant ces négociations, l'exécutif congolais entend renforcer la stabilité du franc congolais qui se comporte bien sur le marché. Félicien Moulenda, le coordonnateur du comité technique des suivis et des réformes, a indiqué que les réserves d'échange ont sensiblement augmenté. On parle de plus de 6 milliards de dollars qu'on a accumulés en termes de réserves d'échange. Les autorités ont demandé plus de flexibilité au niveau du FMI pour que, en cas de choc, ces réserves puissent également contribuer à lutter contre la détérioration du franc congolais. Devant l'actualité en rapport avec les Mpox, le gouvernement a sollicité une facilité de soutien rapide pour faire face à cette pandémie. Après avoir consenti à cette demande, les deux parties se sont convenus de se retrouver de nouveau le mardi 10 septembre 2024. Partenariat économique avec les partenaires extérieurs à travers des projets d'investissement. Cette vision du gouvernement congolais a été communiquée à une délégation de l'USAID par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi. C'était hier au cours d'une séance de travail. Reportage Tony Djouma. La rencontre était fructueuse. La délégation de l'USAID et la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie ont convenu de procéder au suivi et évaluation des projets et programmes en cours d'exécution et d'aligner les ressources extérieures aux priorités du gouvernement. Pour une meilleure coopération, la ministre Bestine Kazadi a communiqué à la délégation de l'USAID la nouvelle vision du gouvernement qui privilégie le partenariat économique avec les partenaires extérieurs au travers des projets d'investissement ayant un effet d'entraînement sur le développement à la place d'une coopération centrée sur l'aide qui demeure ponctuelle. L'USAID a exprimé sa disponibilité à accompagner la nouvelle vision du gouvernement et rassure l'alignement de sa stratégie de coopération 2022-2026 au plan national stratégique de développement. Nous avons appris avec un grand intérêt que le gouvernement a une vision, il a des priorités qui heureusement coïncident avec les nôtres. Alors là, nous sommes prêts donc à travailler pour promouvoir le partenariat, par exemple, partenariat public-privé et l'intervention d'autres acteurs de développement. À l'issue de la réunion, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et l'USAID se sont accordés pour un partenariat dynamique au bénéfice de la population congolaise. Un rendez-vous est pris entre les deux parties à la fin du mois d'octobre 2024 pour la réunion mensuelle du groupe de coordination de partenariat afin d'impulser une meilleure mobilisation des ressources extérieures. 99 candidats retenus à la bourse pour le Royaume de Maroc, édition 2024-2025, grâce à la coopération bilatérale entre le Maroc et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les bacheliers ont reçu leur lettre d'admission au cours d'une cérémonie officielle tenue à l'Académie des Beaux-Arts. Mireille Ndeke.
La salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts a vibré au rythme de la cérémonie de remise officielle de lettres d'admission à près de 100 boursiers bacheliers retenus pour la bourse marocaine au titre de l'année académique 2024-2025. C'est le résultat de la coopération bilatérale entre la RDC et le Royaume du Maroc sous la supervision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers sa direction de la coopération régionale. Cette bourse constitue un véritable vecteur et vaisseau de transfert de technologies et de connaissances. Les Maroc qui offrent chaque année un quota de 160 bourses d'études aux jeunes Congolais s'est dit heureux de relever les niveaux de la jeunesse africaine dans plusieurs domaines de la vie nationale. Profitez de cette chance, de cette opportunité, parce que vous allez trouver que vous voulez. La qualité de l'enseignement, le cadre, il est agréable. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires, mais également une motivation pour les générations futures. Aux examens d'État, il faut avoir obtenu 70% et plus. Au Maroc, je compte faire le droit public. Je remercie le gouvernement congolais qui nous a accordé cette opportunité d'aller ailleurs afin d'étudier, de bosser dur, donner le meilleur à notre pays. C'était également l'occasion pour encourager la jeunesse dans la réintégration à la vie sociale. Le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts interpelle les consciences. L'éducation étant aujourd'hui un socle pour le développement et l'avenir d'un pays, les Maroc est pour la RDC un partenaire de taille et fiable pour son appui au secteur de l'éducation. Du terroir, l'honorable sénateur Baby Vangou, qui tient au développement de Sekebanza dans le Congo central, son séjour dans cette entité lui a permis d'appeler à l'unisson les filles et fils de ce territoire pour relever différents défis. Reportage. Cette foule réunie, composée des jeunes et vieux de la cité de Sekebanza, c'est l'expression de l'attachement indéfectible au digne fils du terroir. Honorable sénateur Baby Vangou, salué frénétiquement à son arrivée au chef-lieu du territoire de Sekebanza, dimanche 8 septembre 2024. Venu dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'élu du Congo central, en toute reconnaissance, adresse des remerciements à sa base pour la confiance lui témoignée lors des élections générales de décembre 2023. Je leur assurer qu'à travers la fondation, nous sommes toujours ensemble avec eux et surtout insister sur le fait que si on veut aller loin, on doit être ensemble. Accompagné du patriarche Joachim Mavungu Nseku, député provincial élu du coin, très fier de voir le tout premier sénateur de ces territoires, le plus énergétique du Congo. Baby Vangou annonce la relance des activités de sa fondation avant d'inviter les filles et fils de Sekebanza élevés en dignité à se souder les coudes pour le développement de cette entité dans divers domaines, notamment dans les infrastructures routières. Il y a trois problématiques qui se présentent avec acuité. La première, c'est la route. Il y a les problèmes de l'énergie, il y a les problèmes de la délinquance de la jeunesse aussi. Par rapport à toutes ces questions, il y a des questions pour lesquelles nous pouvons donner solution, pas en tant qu'élus, mais en tant qu'enfants, fils de Sekebanza, réunis, si on se met ensemble à travers nos différentes structures qu'on a, on peut les faire. Avant de s'en aller, toutes les difficultés qui freinent Sekebanza pour son développement sont partagées avec les notables, la société civile, les confessions religieuses ainsi que toutes les forces vives en présence de l'administrateur du territoire en vue des solutions idoines. La ville de Bunia en Ituri connaît des sérieux problèmes d'électricité. Il faudrait donc renforcer la capacité de la centrale hydroélectrique de Boudana. Ces difficultés ont été exposées au gouverneur militaire de l'Ituri par la délégation de la Sokimo en visite de travail dans cette partie du pays. Reportage Christine Lenzo. Arrivée à Bunia, la forte délégation de la Sokimo, conduite par le DG Pistis Bonongo Tokole, accompagnée des experts du ministère du portefeuille, a pris la direction de Bunia, ville où se trouve installé le siège de cette entreprise minière de Kilomoto. Les jours suivants, avec toute la délégation, Pistis Bonongo Tokole a rencontré le général Johnny Luboya Kanchama, gouverneur de l'Ituri, avec qui il a échangé sur des sujets de son entreprise, dont les irrégularités constatées dans la signature de certains contrats comme celui signé en 2019 avec Southern Energy, créant ainsi la société commune dénommée Green Tech.
Selon les DG de la Sokimo SA, ces irrégularités étaient connues à l'issue d'un atelier organisé dès l'installation de son comité après avoir fait un état des lieux de l'entreprise. Pour répondre à la vision du chef de l'État tel que voulu dans cette province de l'Ituri, le DG Pistis Bonongo Tokole a fait savoir au gouverneur qu'il y a nécessité de signer un deuxième avenant pour revitaliser la centrale de Boudana dont la capacité de production met en péril sa fonction principale pour la production dans l'usine de Nizi. Il est donc important de poursuivre les travaux avec GreenTech pour restaurer la capacité initiale de l'électricité compte tenu de l'urgence qui s'impose. Le DG a besoin de la collaboration de tous, banque syndicale, travailleurs, GreenTech et toute la société. Le gouverneur, qui a été d'une oreille attentive, a encouragé les dirigeants de la Sokimo à travailler ensemble pour résoudre le problème de la desserte de l'électricité dans la ville de Bunia. Mobilité dans l'exercice de leur mission, l'inspection provinciale de la territoriale de Kinshasa et celle de l'Équateur ont reçu des véhicules neufs, dont de l'inspection générale de la territoriale. Reportage Monique Mavungu. Des Jeeps Pempa neufs, une dotation du gouvernement central au service de l'inspection générale de la territoriale de provinces qui ont bénéficié de cet appui mobile qui va leur permettre pour assurer une bonne opération au sein des services publics de l'État. C'est l'inspecteur général de la territoriale, Alidor Béa, qui a procédé à la remise des clés à l'inspecteur Mazinga pour la ville de Kinshasa et au gouverneur Bobo Boloko pour la province de l'Équateur. Et ce, avant d'exhorter les bénéficiaires à un usage rationnel de ces engins roulants. Pendant plus de 8 ans, on ne nous donnait pas les véhicules. Et maintenant que les autorités qui sont là ont pensé à nous doter d'un véhicule qui va nous aider pour les déplacements à travers toute la ville et les 20 groupements incorporés. Par exemple, vers Menkao, Bankana, c'est toujours Maloukou, de chez nous. Nous sommes vraiment contents. Pour leur part, les bénéficiaires ont exprimé un sentiment de gratitude à l'endroit du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour son implication visible avec impact. Et un communiqué avant de terminer ce journal, l'autorité de régulation des marchés publics rappelle aux autorités contractantes et titulaires des marchés publics et des conventions de délégation de services publics le respect strict de dispositions légales et réglementaires relatives aux formalités d'enregistrement des contrats et au paiement de la redevance de régulation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. Il est fait obligation aux autorités contractantes de faire enregistrer le contrat à l'ARMP avant de le notifier au titulaire du marché et d'exiger la présentation de l'attestation de paiement de la redevance de régulation avant d'effectuer tout paiement aux titulaires des marchés publics et des conventions de délégation de services publics de se rassurer de l'enregistrement du contrat auprès de l'ARMP et de payer la redevance des régulations avant l'exécution du marché. L'ARMP invite les autorités et les titulaires de marchés publics des conventions de délégation de services publics de passer à sa direction de régulation pour se mettre en ordre relativement à tout marché conclu depuis l'année 2018 à ce jour. Les réfractaires s'exposent à des sanctions prévues par la loi, y compris la mise à l'index conformément à l'article 81 de la loi 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public.